Voilà, c'est parti. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle session des Dimanches du Cloud. Une session exceptionnelle pour finir cette année. On va voir, on a un super invité. Et avant d'introduire notre super invité, juste quelques updates, hein, si vous êtes habitué à ces sessions. Donc, la session, elle est enregistrée. Et je vais vous parler de logistique avant de vous parler de quelques updates à propos de LCF. Donc, oui, cette session, elle est enregistrée. Le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Tous les participants sont invités à être sur silencieux, tout simplement parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde, donc ça va être beaucoup plus simple. Par contre, posez le maximum de questions dans le chat et n'hésitez pas à réagir aussi avec les émoticônes. Ça fait toujours plaisir. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube. Je partagerai les liens vers la chaîne. Et quelques updates avant de démarrer. On démarre une nouvelle cohorte de certification Terraform. On a beaucoup d'apprenants qui nous demandaient ça. Donc, ça y est, c'est lancé. Donc, je partagerai les liens pour ceux qui sont intéressés de se certifier sur HashiCorp Terraform. Pareil, on va lancer la première cohorte de DevOps avancé. Ça faisait un moment qu'on y travaillait et enfin, on va pouvoir lancer un accompagnement qui va être destiné aux professionnels qui veulent se reconvertir dans le DevOps. Donc, on va plutôt viser les professionnels expérimentés. Et puis, deux updates dans la semaine à venir, pas plus tard qu'à partir de demain. N'hésitez pas à nous retrouver si vous êtes à Dakar. On sera déjà au Orange Business Day dès demain, les 2 et 3 décembre, au King Fahd Palace. Et on organise avec notre partenaire Simplon le premier AWS Discovery Day au Sénégal. Donc, ça va être génial. Vous pouvez vous inscrire. Ça va se passer en ligne et on sera ravis de vous retrouver à ces deux événements, ou en tout cas à l'un des deux. Et si vous n'êtes pas dans la communauté, n'hésitez pas à rejoindre. Je mettrai également le lien pour rejoindre la communauté. Et dans cette communauté, on parle beaucoup de cloud, on fait des dimanches du cloud. C'est tout simplement une série de workshops et de webinaires qu'on fait tous les 3 dimanches. Et puis, on invite des speakers, des gens qui sont passionnés, qui vont partager leur parcours et partager aussi un peu de leur savoir, un peu de leur connaissance. Et je suis absolument ravi d'avoir Jean-Marie ce soir. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Amadou. Et bonsoir à Jean-Marie, tous les j'ai l'impression auditeurs. qu'il y a beaucoup de tes élèves et beaucoup de tes étudiants dans le chat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Okay. Bon, non, c'est très bien. Peut-être qu'ils ont envie de découvrir et qu'ils ne sont pas encore. Peut-être avec certains, c'est vrai que cette année, je dois faire des cours de Big Data avec certains. Ouais. Certains ont déjà suivi mes cours de Big Data. Alors peut-être que certains de mes étudiants veulent découvrir ce que c'est exactement le Big Data. Et avec d'autres aussi, on a démarré des cours de AWS récemment. Excellent. C'est peut-être ça qui fait qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Excellent. Excellent. En tout cas, moi, je suis ravi. Personnellement, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent Jean-Marie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un passionné de cloud et AWS au Sénégal, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'échanger et qui est très actif dans la communauté. On s'est dit, faut qu'on fasse une session. Il a gentiment accepté. Et j'ai envie de te poser les 3 questions que je pose à tous nos invités, Jean-Marie. Si ça te va, ensuite, je te laisse démarrer. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Alors, tu vas voir, les questions sont très compliquées. Si tu Ouais. devais prendre un café avec une personne, une personnalité qui t'inspire, pas forcément dans le milieu de la tech, mais quelqu'un, tu dis, ça m'aurait intéressé ou ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous dire qui et pourquoi? Très bien. Alors, la personne, en fait, à laquelle je pense, bon, malheureusement, ce ne sera pas possible de prendre un café avec cette personne, puisqu'elle n'est Mhm, plus. Mais je mhm. pense, en fait, il y a une personne quand même qui m'inspire beaucoup. Ouais. C'est Nelson Mandela, Ah, de son parcours, de son combat oui, contre l'injustice oui. et tous les sacrifices qu'il a eu à faire pour son peuple. Mhm, Et donc, je pense qu'il a eu une vie très, comment dire, une vie bien remplie, je dirais. Et quand on voit son parcours, en fait, on se dit, je me rappelle
pense que c'est en 1989 qu'il est sorti de prison. Et c'était vraiment un moment incroyable, inoubliable. Et je vois que, en fait, avec la pertinence, la patience, il a pu quand même relever tous les défis. Absolument. Voilà. C'est quelqu'un qui a créé un sacré impact, hein, et je comprends pourquoi ce choix. Et c'est un choix très, très inspirant d'ailleurs, hein. Et si j'enchaîne avec sur la deuxième question, est-ce que, Un super pouvoir. tu as un super pouvoir? Peut-être que je pense que tu en as plusieurs, mais peut-être que... Ah bon? Non, en fait, non, pour mon super pouvoir, je dirais, si j'en avais un, Ouais. je pense que c'est la patience. Ah, Ouais, je suis très patient. ouais, Je crois que ça m'aide beaucoup et souvent je dis que des fois il y a des problèmes, c'est avec le temps que ça se résout. ouais, Ouais, c'est pas forcément avec. Des fois on dit oui, l'argent fait le bonheur ou autre, mais ouais. c'est pas toujours ça en fait. C'est pas toujours l'argent qui va résoudre tous vos problèmes. Des fois c'est la patience, c'est le temps, je veux dire, le Le temps temps. et la patience. Donc il faut savoir exploiter le temps, et voilà, et être très patient. Et ça vous donne vraiment aussi un pouvoir vraiment très important. Ah, Il y a super, beaucoup de choses avec ça. super, super pouvoir. Je suis Oui. 100% d'accord. Et dernière question, comme je te disais, c'est très compliqué, hein. Quel est le projet ou l'accomplissement dont tu es le plus fier? En tout cas, un des Ah, projets. oui. Alors, le projet dont je suis le plus fier, bon, je pense que je vais parler d'un projet, j'en ai fait plusieurs, mais vraiment peut-être celui qui me tient à cœur, je dirais, c'est le projet Python entre à l'école. Ah, Oui, ouais, Python entre à l'école que j'avais lancé en 2012. ok, Bon, en anglais, ça donne Python Goes to School. ouais. Alors, c'est issu d'un programme de Google qui s'appelle Mhm, Computer Science for High School, mhm. un programme qui vise à promouvoir l'informatique au niveau des collèges et lycées. Excellent. Et donc, on a la possibilité de soumettre des projets. Donc, à l'époque, en 2012, j'avais soumis ce projet-là Mhm. et qui a été retenu. Et j'avais bénéficié d'un financement de Google au niveau de Ah, l'ESMT. bravo. Voilà. Et donc, ça consistait en fait à former des enseignants à la programmation Python Ouais, et aussi des élèves. Donc, on a initié à la programmation Python des professeurs de physique, de mathématiques et aussi une cinquantaine d'élèves avec les. Alors, je l'ai fait avec mes collègues de l'ESMT. Voilà. On a formé une cinquantaine d'élèves en programmation Python. ah, Alors, c'était des élèves de cinquième, quatrième, oui, essentiellement. Oui. bravo. Seconde aussi, je crois. Bravo, bravo. Bah, super projet, super accomplissement. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais bah, je pense aussi que ce que tu vas partager ce soir, ça va avoir beaucoup d'impact. Et en tant qu'enseignant chez ESMT, je pense que tu crées beaucoup d'impact quotidiennement. Donc, merci en tout cas encore une fois d'être là. Et si tu veux, je te passe la main, comme ça tu parles de toi, et puis bah, après, tu peux enchaîner sur ta présentation, si ça te va. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Amadou, et bonsoir à tous nos auditeurs du Dimanche du Cloud. Donc, je vais commencer et partager mon écran. Voilà, donc vous voyez mon écran, hein? Oui. OK. Voilà, donc on va démarrer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui donc, porte sur le traitement distribué des big data dans le cloud AWS avec Amazon EMR. Donc, pour ce webinaire, donc, voici le sommaire. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Ensuite, je donnerai les fondamentaux les généralités sur les big data et le traitement distribué. Puis, je parlerai ensuite du pattern MapReduce. Ensuite, on verra un peu l'écosystème Hadoop, qui sera suivi ensuite d'une présentation de Amazon EMR.
signifie Amazon Elastic Map Redux. Donc, c'est une distribution de Hadoop. Je ferai deux démos. Hein. Une première sur... je terminerai par deux démonstrations parce que j'en ferai une avant. Mais je terminerai par deux démonstrations. La première, c'est sur Hive. Et la suivante, c'est sur Spark SQL. Voilà. Donc, je parlerai de Spark, mais pas en profondeur. Je vais juste montrer un exemple avec Spark SQL. Alors, qui je suis, en fait? Donc, Jean-Marie Prérat, donc, je suis enseignant à l'ESMT. Je suis aussi formateur AWS Academy, formateur certifié à AWS Academy, puisque j'ai une certification, deux certifications, la certification practitioner et la certification solution architecte. Voilà. Alors, mon parcours académique, en fait, il débute d'abord par des mathématiques, hein, puisque je suis diplômé en mathématiques. J'ai un DEA en mathématiques appliquées. DEA, c'est diplôme d'études approfondies, que j'ai obtenu à l'Université de Dakar en 1998. Donc, à la suite de ça, j'ai eu à occuper un poste de professeur de mathématiques au collège Saint-Gabriel de Thiès. Donc, Thiès, c'est une ville qui se trouve à environ 70 km de Dakar. Donc, j'ai été prof de maths pendant 7 ans. Et durant ces 7 années, j'ai eu à suivre une formation à distance à l'université de Picardie Jules Verne. Et j'ai obtenu un DU, un diplôme d'université en technique de base pour le multimédia. Donc, c'est à cette époque-là, en 2002, que j'ai un peu... je suis carrément entré dans les technologies web. Alors, ensuite, donc je suis resté au Collège Saint-Gabriel jusqu'en 2005. Ensuite, j'ai démissionné. Et j'ai été recruté à l'ESMT, à l'École supérieure multinationale de télécommunications, à partir de 2006, en tant que professeur en informatique. Et récemment, donc en 2022, j'ai obtenu aussi un Master Science en Data Science et Intelligence Artificielle, que j'ai obtenu dans une école privée en France, DSTI, Data Science Tech Institute. Donc, c'est une école assez connue hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une des partie des meilleures écoles d'intelligence artificielle également en France. Voilà, donc ça, c'est mon parcours académique et professionnel. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas si je vais pouvoir les voir, ça n'apparaît pas ici au niveau de mon écran. Alors, pour les enseignements, en fait, je donne des cours essentiellement en développement web. Au départ, j'avais débuté en développement web quand j'ai démarré à l'ESMT, en base de données également. Après, aujourd'hui, maintenant, je suis plus dans les big data, dans le cloud computing aussi, surtout avec AWS Academy, puisque je donne essentiellement des cours AWS Academy, puisque nous sommes, l'ESMT est une institution, fait partie de AWS Academy plutôt, depuis 2020, voilà. Et donc, depuis 2021, donc nous, on donne des cours, les cours de AWS Academy. Donc, je donne 4 cours à l'ESMT, le cours sur Foundation, le cours architecting, le cours de developing et le cours de machine learning. Alors, pour les projets, donc, j'ai 24 ans d'expérience dans l'enseignement, mais j'ai eu à faire d'autres activités dans le développement, dans le partage, en fait, de connaissances ou de la formation, hein, en dehors de l'ESMT. Et donc, je vais parler des principaux projets. J'ai rejoint la communauté Mobile Sénégal en 2009, une communauté qui a été créée par Christelle Scharf, qui est une franco-américaine, enseigne à l'université de Tess aux États-Unis. Donc, elle a vraiment énormément participé à la promotion du développement d'applications mobiles au Sénégal. Moi, j'ai eu à travailler avec elle aujourd'hui, on travaille toujours ensemble, mais à partir de 2009. Et durant ces 5 années où on a vraiment travaillé de manière intense, on a organisé pas mal de concours de développement mobile au Sénégal, concours de développement d'applications mobiles. On a organisé également des hackathons. On a mis en place aussi la plateforme Meetup, hein, la plateforme meetup.com. Au niveau de la plateforme meetup.com, on a créé le Mobile Innovation Dakar. Et voilà, et puis après, il y a les autres
programmes que j'avais cités avant. Je vous avais parlé de Python Goes to School tout à l'heure, donc en 2012. Là, c'était donc l'initiation des collégiens au langage Python. Donc ça, c'était avec le SMT. Et en 2017, j'ai repostulé avec Christelle à travers notre association Mobile for Sénégal. Et nous avons été aussi financés par Google pour initier les enseignants et aussi les élèves à la programmation informatique. Mais là, cette fois-ci, on avait choisi JavaScript. Donc, on avait utilisé la bibliothèque P5, qui est utilisée pour tout ce qui est animation ou comment dire, création artistique. Voilà. Donc, le modèle qu'on avait utilisé cette fois-ci, c'était de former d'abord les enseignants et ensuite, on a demandé aux enseignants de former leurs propres élèves. Donc, nous, on n'a pas forcément directement formé les élèves, c'est les enseignants eux-mêmes qui ont formé leurs propres élèves. Et ensuite, après, au bout de 2-3 mois, on a organisé une compétition pour récompenser les élèves qui avaient réalisé les meilleurs projets. Voilà un peu pour mon parcours. Donc, on va pouvoir démarrer sur les big data. Donc, déjà, les généralités sur les big data. On parle de big data depuis maintenant, ça fait 20 ans, je dirais. Hein. On parle de big data. Qu'est-ce qui caractérise les big data? Au départ, on parlait des 3 V, le volume, la vélocité et la variété. Donc, il faut voir ça, en fait, beaucoup plus comme des contraintes. C'est des contraintes par rapport au système traditionnel de gestion des données. Parce que, en fait, quand vous avez une certaine volumétrie, en fait, et que vous voulez utiliser les systèmes de gestion de base de données relationnelles, par exemple, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, vous êtes obligé, en fait, de faire appel à des technologies spécifiques ou à des méthodes analytiques spécifiques. Donc, il faut voir le volume, la vélocité et la variété comme des contraintes ici. Alors, des fois, on parle également des 5 V, comme on rajoute le 4e V, ça peut être la valeur, et le 5e, la vélocité, par exemple. Non, la véracité, excusez-moi, la véracité. Donc, aujourd'hui, la véracité, c'est important parce que si vous devez traiter des données et que parmi ces données, certaines ne sont pas véridiques, bon, ça peut fausser toute votre analyse. Donc, il faut effectivement être en mesure vraiment de détecter en fait les données vraies des données fausses. Alors, évidemment, pour toutes ces technologies qui sont spécifiques au big data, pour pouvoir les mettre en œuvre, parce que quand vous avez des données big data, l'important ici, c'est pas de stocker vos données, c'est de pouvoir être en mesure de les exploiter. D'accord? Et donc, il faut des infrastructures, et ça coûte cher. Alors, heureusement, il y a le cloud computing qui facilite l'accès aux infrastructures. Il vous faut également des architectures distribuées, parce que vous avez tellement de données qu'il faut faire des traitements en parallèle, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, là aussi, il faut des architectures distribuées, et il faut effectivement des logiciels, des plateformes spécifiques pour pouvoir faire vos traitements. Donc, c'est le cas, par exemple, de la plateforme Hadoop, qui est caractérisée par son système de fichiers distribués qui est HDFS, et également qui intègre un modèle de calcul distribué qui est le MapReduce. Donc, le MapReduce, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le MapReduce, c'est un pattern, hein, donc c'est un modèle de programmation qui a été introduit par les ingénieurs de Google en 2004. Et donc, c'est un pattern qui permet simplement de faire du calcul distribué. Donc, ce n'est pas un algorithme en tant que tel, c'est un modèle de programmation. C'est après à vous de décrire l'algorithme. Hein. Alors là, je donne un exemple d'algorithme MapReduce, par exemple, c'est faire le word count. Le word count, c'est un programme qui va permettre de compter le nombre d'occurrences qui existent dans un texte. Pouvoir dire, par exemple, tel mot apparaît tant de fois, tel mot apparaît tant de fois. Donc, comment ça va fonctionner avec le MapReduce? Attendez, je vais mettre mon pointeur, peut-être que ce sera plus facile. Non, c'est bon, je pense que je vais laisser comme ça. OK. Alors, comment ça va fonctionner avec MapReduce?
Alors, on a des données, on va les splitter en différents blocs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites du traitement en parallèle, vous donnez vos données à des unités de calcul. OK, donc, on peut considérer que ça, c'est une unité de calcul là aussi qui va recevoir donc cette première ligne. La deuxième unité de calcul va recevoir cette ligne, la troisième, celle-ci. Et ensuite, on va essayer de créer des paires clés-valeurs. Donc, on va prendre chaque mot. À partir de chaque mot, on va créer une nouvelle paire, le mot avec la valeur 1. Donc, on fait la même chose, savoir, on associe à 1, être avec 1 et avec 1. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc, ensuite, il y a une étape de shuffle qui va permettre de trier et d'ordonner les différentes paires. Donc, les paires qui ont la même clé. Donc, par exemple, ici, vous avez la paire avec la clé savoir. Ici, vous avez la paire avec la clé savoir aussi, et là aussi. Voilà. Donc, là aussi, on les rassemble ensemble, ici, pour pouvoir faire la dernière phase, qui est le reduce. Donc, c'est une phase plutôt d'agrégation des valeurs. Donc, on va agréger les valeurs. Donc, le pattern ne vous dit pas comment vous faites l'agrégation, c'est dans l'algorithme que vous décidez. Donc là, on va décider, par exemple, de faire la somme. OK? Et le pattern ne vous dit pas non plus comment obtenir vos clés. Il vous dit simplement que vous devez obtenir des clés, des paires plutôt, des paires clés-valeurs, mais il ne vous dit pas comment choisir la clé, comment choisir la valeur, c'est à vous de le faire. OK? Donc, je donne un autre exemple, par exemple, de MapReduce, quand on organise, par exemple, des élections, c'est que dans chaque bureau de vote, chaque bureau de vote fait un dépouillement, donc les choses se font en parallèle, et on sait la sortie, en fait, ce que chaque bureau de vote produit. Un bureau de vote va vous sortir les résultats, il va vous dire tel candidat a obtenu tel nombre de votes, tel candidat a obtenu tel nombre de votes. Donc là, vous avez bien une sortie sous forme de paire. La clé, c'est le candidat, et la valeur, c'est le nombre de votes obtenus. Voilà. Donc après, bien sûr, on regroupe tout ça, et après, on fait l'agrégation de tous les votes. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser le modèle MapReduce? Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans la phase dans un processus ETL. Donc, au niveau de la phase de traitement, vous pouvez utiliser le pattern MapReduce. Dans l'analyse de données CDR aussi, donc les CDR, c'est les données d'appel, hein, Call Data Record, donc les données d'appel, si jamais vous voulez faire des analyses. Vous pouvez aussi le faire avec MapReduce, puisque nous savons qu'il y a généralement il y a des millions d'appels, des centaines de millions d'appels par jour. Voilà. Donc, on est effectivement dans un cas big data ici. Pour l'analyse des données de réseaux sociaux, l'analyse des données de consommateurs, également, surtout aussi très souvent au niveau des fichiers log, c'est très utilisé également. Alors, on va faire notre première démonstration. La première démonstration, donc je vais faire la démonstration du word count. Hein. Le word count, on l'appelle le hello world du MapReduce. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? En fait, je vais prendre un et je vais lui appliquer MapReduce. Donc, je vais faire une phase map, une phase reduce, et pour obtenir en fait le nombre d'occurrences. Donc, un résultat similaire à celui-ci. Donc là, je vais passer au niveau de mon navigateur. Alors, comment ça se passe? Je vais aller sur... alors, normalement, cette démonstration, je la fais avec... il faut être sous Linux. Hein. Alors, si vous n'avez pas Linux, l'avantage, c'est que quand vous êtes sur AWS, vous avez le Cloud Shell qui est là et qui vous donne... vous avez accès à un terminal avec 1 giga de stockage par région. D'accord? Donc, même si vous mettez des données, vos données sont toujours présentes. Alors, j'avais déjà téléchargé l'élément. Donc, je vais agrandir la fenêtre simplement. Très bien. Donc, et je vais... donc, j'ai déjà téléchargé donc, vous avez le livre que j'avais donné l'URL tout à l'heure dans la diapo. Hein. Donc, le livre, j'ai déjà téléchargé, c'est celui-ci. OK. Alors, la commande aussi, bon, je peux vous donner la commande pour le télécharger, c'est cette commande-là que j'ai utilisée.
D'accord. Donc, avec ça, j'arrive à télécharger le livre avec la commande wget. OK. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai renommé en même temps en mon livre. Alors, ensuite, donc, je vais appliquer. Alors, les deux programmes, je les ai rendus exécutables, le map ici et le Redux. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'eux. Déjà, on peut regarder un peu le livre, le contenu du livre, les quelques lignes. Voilà. Donc, ça, c'est les 10 premières lignes du livre que j'ai téléchargé sur Gutenberg. Alors, on va regarder le programme map, ce qu'il fait. Le programme map, en fait, ici, il va, je vais agrandir un peu aussi. Non, c'est bon, c'était déjà grande taille, donc je laisse comme ça. OK. Alors, le programme map, donc, il va simplement aller lire dans l'entrée standard les lignes du livre. Donc, il va aller lire, il va enlever les espaces avant et après. Il va splitter la ligne en différents mots, comme je l'avais présenté tout à l'heure. Et il va donc, pour chaque mot, il va créer une paire de mots avec un. D'accord? Voilà. Donc, on peut regarder ce que ça donne. Par exemple, je fais juste, je prends le livre, ensuite, je fais pipe et je fais /map, et on regarde en fait qu'est-ce qu'il va faire. Donc là, vous voyez, en fait, il a pris les premières lignes du livre et il a créé des paires, créé valeurs. Donc le mot avec un, ainsi de suite. Donc ensuite, on va regarder que fait Redus. Donc Redus, donc, il va recevoir les paires, simplement. Donc il reçoit les paires. Alors pour ça, je crée d'abord un dictionnaire, word to count, ici. Alors, le Redux, il va recevoir les paires provenant du map et il va donc splitter la paire pour sortir le mot et la valeur 1. Donc, la valeur 1 sera comptée ça sera dans la variable count. Au besoin, effectivement, si on veut faire correctement les additions, il faut convertir ça en integer, en entier. Et ensuite, on va ajouter dans le dictionnaire, la première fois, on va initier, donc, pour la clé, on va l'initier avec la valeur 1. Et à chaque fois que la clé revient, on va ajouter ça, on va incrémenter la valeur. Hein, c'est ce qu'on fait ici. On incrémente la valeur à chaque fois que il retombe encore sur la même clé. Donc, ça lui permet en fait de mieux comptabiliser les mots qui se répètent. Voilà. Et à la fin, on affiche le total des mots, le nombre de fois où le mot apparaît. Donc, c'est ce que dit le programme ici. Donc, on peut tester, comme tout à l'heure. Donc, je refais avec les 10 premières lignes. Donc, on fait le map. Ensuite, je transmets au Redux. Excusez-moi, j'ai oublié le slash. Voilà. Donc là, on peut voir qu'effectivement, par exemple, you apparaît 3 fois. Voilà. Puis les autres aussi, in apparaît 2 fois, ainsi de suite. OK. Donc là, maintenant, on va faire pour tout le livre, carrément. Donc, si je veux faire ça pour tout le livre, pour aller plus vite, je vais prendre la commande qui est là. Bon, il a déjà exécuté, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, on ouvre tout le livre, on le place au map. Ensuite, là, on va trier. On va trier les données pour faciliter, pour juste optimiser. Hein. On va trier les paires, un peu dans la phase shuffle. Ensuite, on va donner au Redux. Ensuite, on va encore trier. Là, c'est pas obligatoire cette phase-là, c'est juste pour pouvoir faire apparaître le mot qui apparaît le plus. Donc, je vais trier dans l'ordre inverse, hein, avec le R, c'est reverse. Lui dire que les données que je trie sont numériques. D'accord? Et je vais trier à partir de la colonne, de la deuxième colonne. C'est la deuxième colonne qui contient les données, les valeurs. Donc, finalement, on peut regarder
Et ensuite, le résultat, vous mettez ça dans ce fichier-là, résultat 1.tsv. Donc, je vais simplement afficher les premières lignes du résultat 1. Voilà, donc il dit que le mot 2 apparaît 3273 fois et apparaît 2152 fois, ainsi de suite. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions pour cette première partie. Parce que je ne vois pas, en fait, au niveau du chat. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions pour Jean-Marie. OK. Je peux continuer pour le moment. Ouais. Donc, je continue. Donc, je reviens sur mon... Donc, on a fait la démo du votre compte, hein, donc c'est bon. Maintenant, on va voir l'écosystème Hadoop. Hein. Alors, l'écosystème Hadoop, en fait, on a besoin d'une plateforme pour lancer le programme MapReduce parce qu'il ne s'agit pas de lancer un programme. Le fichier que j'ai donné, peut-être qu'il contient quelques milliers de lignes, mais souvent, vous avez des milliards de lignes à traiter. Il faut les traiter en parallèle. Il faut traiter ça vous avez besoin d'une architecture qui peut vous garantir, qui garantit la tolérance aux pannes, puisque si je cite Werner Vogel, le CTO de Amazon.com, il dit en fait, tout tombe en panne tout le temps. Donc la panne, vous devez la prendre en compte, la considérer. L'échec, il faut le considérer, parce qu'effectivement, quand vous allez lancer vos calculs sur 1000 machines, il y en a forcément une qui va tomber en panne. Alors, pour éviter que le calcul ne soit faussé, il faut répliquer les données sur d'autres nœuds, sur d'autres unités de calcul. Comme ça, s'il y a une unité de calcul qui tombe en panne, on peut relancer le calcul sur une autre unité de calcul, puisque cette unité-là, elle va avoir les données, puisque les données ont été répliquées. Généralement, on réplique les données 3 fois. D'accord? Et aussi, pour avoir la performance, il est préférable de lancer les calculs là où se trouvent les données. Donc là, on parle du principe de localité des données. Donc ça, il faut ce type d'architecture. Donc, heureusement, il y a Hadoop, effectivement, qui est la plateforme d'implémentation du modèle de calcul MapReduce. Donc, grâce à Hadoop, on peut effectivement, qui vous garantit la tolérance aux pannes, la performance et d'autres encore propriétés. Vous pouvez lancer des calculs sur des milliers de serveurs. Donc, Hadoop, ça a été développé en Java depuis 2005. Et ce qui le caractérise, c'est son système de fichiers distribués, HDFS, qui est inspiré de Google File System, GFS. Donc, je parlais de plateforme ou de framework. Au départ, on parlait de framework Hadoop, mais maintenant, en fait, c'est plutôt un écosystème, puisqu'il va intégrer plusieurs outils dans son écosystème, hein, des outils pour l'ingestion des données, ici, comme Scoop ou Flume, un outil pour la coordination des tâches. Il y a aussi des langages d'abstraction. Donc, nous, on va voir le Hive tout à l'heure, donc qui permettent en fait de faire du MapReduce sans réellement utiliser un langage comme Python ou Java, mais simplement en faisant ça en SQL. Donc, soit lui ou celui-ci, c'est à peu près la même chose. Il y a une différence entre les deux quand même. On peut aussi faire du machine learning. Et à partir de la version 2 de Hadoop, on a un peu modifié l'architecture pour introduire un gestionnaire de ressources, hein, qui est le Yarn. Et ça a fait que Hadoop était devenu un peu plus performant, parce que souvent, il y avait des problèmes, des limitations. Voilà. Quand le cluster devient très, très grand, il avait dans la version 1 des problèmes pour faire correctement les travaux. Donc, comment est-ce qu'on lance un MapReduce sur Hadoop? En fait, c'est pas trop compliqué, hein. En fait, il faut juste donner les éléments essentiels. On n'a pas besoin de faire un peu comme je l'ai montré en ligne de commande tout à l'heure. Ici, on a juste besoin donc de donner le répertoire qui contient des fichiers. Il peut y avoir plusieurs fichiers ou un gros fichier. Il faut donner le répertoire de sortie, le nom du répertoire de sortie. Et il faut donner les programmes, le programme map et le programme reduce, c'est tout. Après, Hadoop va faire le reste. D'accord? Il va faire le reste pour ensuite vous donner le résultat. Voilà. Donc, il va splitter lui-même les données
hein, en plusieurs blocs. Donc, généralement, il prend des blocs de 64 mégaoctets qu'il donne aux unités de calcul et qui font le travail en parallèle. Alors, comme j'avais dit, c'est développé en Java, mais on peut le faire en Python. Donc, mais pour lancer un job en Python, il faut utiliser Hadoop Streaming, l'API Hadoop Streaming. Donc, voici la commande hein, qu'on peut utiliser, Hadoop jar, puis on met le chemin pour le jar de Hadoop Streaming. Ensuite, en paramètre, on donne les fichiers. On donne également la commande pour lancer le programme map, la commande du programme Redux. Voilà, donc si jamais vous voulez le... Mais si vous avez déjà converti ça en exécutable, c'est pas la peine de mettre Python. Vous mettez uniquement le nom du fichier. Vous lui donnez le répertoire où il y a les données. Donc évidemment, c'est un répertoire HDFS. Hein. Les données se trouvent dans le système de fichiers distribué. Ça ne se trouve pas sur une machine, ça se trouve sur le cluster. Donc vous lui donnez le répertoire qui a été créé au niveau du cluster et qui contient les données. Et vous lui spécifiez le nom du répertoire de sortie. Donc, ce répertoire de sortie, ce nom-là ne doit pas exister, hein, puisque c'est Hadoop qui va le créer. OK. Alors, on va faire une démonstration. Donc, avant de faire la démonstration sur le cluster, je vais présenter rapidement Amazon EMR. Donc, Amazon EMR pour Amazon Elastic Map Redux, qui est une distribution cloud hein, de la plateforme Hadoop. Donc, ça intègre tous les composants que j'avais présentés tout à l'heure, HBase, Hive, etc. Ça intègre également Spark. Et puis, ça s'intègre aussi facilement, bien sûr, aux autres services de AWS. Donc, ça fait quand même aussi un écosystème un peu plus large que celui de Hadoop. Donc, quand on veut lancer un cluster, ben, on choisit le service au niveau de la console de management, on choisit Amazon EMR et on fait créer un cluster simplement. Et là, vous donnez le nom du cluster. Vous pouvez choisir la dernière version de EMR, la 7.5. Après, vous pouvez choisir également les composants que vous voulez intégrer. Donc là, on va bien sûr prendre Hadoop, on va prendre Spark, par exemple, on va prendre Hive. Après ça, ce sont des interfaces graphiques. Ça, c'est une interface graphique plutôt pour Hive, du type genre PHP-MyAdmin, par exemple, au niveau de MySQL. Donc, ça vous permet de gérer les tables plus facilement qu'en ligne de commande. Ensuite, ici, vous avez Zookeeper. Qu'est-ce que je dis? Zeppelin, plutôt, excusez-moi. Zeppelin, c'est une sorte de notebook. Voilà, c'est un peu comme le Jupyter Notebook. Donc, ça vous permet aussi d'interagir sans utiliser vraiment la ligne de commande ou le shell plutôt. Voilà, donc avant de passer à l'exemple, je vais donner un cas d'utilisation simple de Hadoop, par exemple, dans le cas d'un processus ETL, extract, transform et load. Vous pouvez l'utiliser, EMR. Donc, par exemple, vous allez lancer un cluster EMR. Et ensuite, vous allez extraire des données, par exemple, qui se trouvent dans Amazon S3. Ensuite, vous allez lancer votre programme de traitement, soit de pré-traitement ou d'agrégation. En fait, c'est à vous de voir le traitement que vous voulez faire. Et le résultat, vous le stockez dans un autre bucket Amazon S3. Donc, quand vous avez fait ça, après, vous pouvez résilier votre cluster. Donc, si votre cluster tourne pendant 1 heure de temps ou 3 heures ou 4 heures de temps, vous ne serez facturé que pour ce temps d'exécution. Donc, après, vous pouvez l'éteindre, le résilier, puisque vous avez déjà obtenu le résultat. Et ensuite, vous pouvez utiliser, par exemple, Amazon QuickSight ou bien Amazon Athena pour faire l'analyse. Donc, QuickSight, c'est plus pour analyse et visualisation. Et Athena aussi, ça permet de faire des requêtes analytiques. Voilà. Donc, après, bon, évidemment, il y a aussi des frais quand vous utilisez ça, mais quand même, ils seront inférieurs à ceux de EMR. Okay. Donc, vous n'avez plus besoin après de garder votre cluster. Vous faites vos analyses. Voilà. Donc, on va faire encore une deuxième démonstration de word count avec EMR directement. Donc, je montre rapidement comment on lance, puisque ici, comment dire, ça porte sur EMR, donc on va voir
vu que le web binaire porte sur EMR, donc je vais... c'est ici, excusez-moi, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai déjà lancé un cluster, hein, mais je peux vous montrer rapidement comment on lance ça sur EMR. Alors, il y a la page là qui... Je sais pas à quel niveau, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, il y a une partie, excusez-moi, hein. Je vais retourner sur EMR ici. Voilà, OK. Alors, si jamais vous voulez lancer un cluster, donc vous faites juste créer un cluster, hein. Voilà, après vous donnez le nom du cluster, vous donnez la version de EMR que vous voulez utiliser. Et ensuite, comme j'avais montré tout à l'heure, on choisit les composants. Bon, là, ça prend du temps, donc on choisit ce qu'on veut mettre dans le cluster. Ensuite, vous devez choisir le type de machine pour le principal, le primaire plutôt. Donc là, vous avez une idée, en fait, du coup, par exemple, si vous prenez une machine de 5, M5X large, donc avec 4 cœurs et 16 Go de RAM, voilà, ça vous coûte, à la demande, c'est 0,192 US. Okay. Voilà, alors souvent, par exemple, en classe, vu que nous, on est à AWS Academy, il y a des restrictions. Donc, si jamais vous êtes, votre établissement est AWS Academy, je vous conseille, si jamais vous faites ça, il faut utiliser au maximum M4 large. Ne pas prendre X large et autres. Donc, maximum M4 large. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc là, vous choisissez un primaire. Après, vous prenez l'unité principale, vous pouvez en choisir autant que vous voulez. D'accord. Pour les tâches, ce n'est pas une obligation, donc vous pouvez les retirer si vous voulez. Donc, si je choisis M4 ici, je vais juste mettre M4 point large. Voilà, je choisis ça par exemple. Pour le primaire, là aussi, j'ai fait la même chose. M4 point large aussi. Donc là, j'ai 8 Go de RAM avec ça. Voilà. Après, le reste, je peux laisser. Là, je peux choisir le nombre de. Je peux choisir par exemple trois unités principales. Donc, j'aurai le primaire et trois unités principales. Donc, ça me fait un cluster de 4 machines. Voilà. Et puis, après, le reste, vous choisissez, par exemple, pour les rôles IAM, vous prenez la valeur par défaut. ERM, default role. N'oubliez pas aussi la paire de clés. Hein. Je l'ai pas. Peut-être que je l'ai passé. Mais vous avez besoin d'une paire de clés. Voilà, ici. Donc, choisissez une paire de clés pour pouvoir vous connecter au primaire. OK? Donc, moi, mon cluster, il est déjà. Après, vous validez simplement ici. Vous créer le cluster, c'est simplement. Donc, je vais continuer. Et je vais retourner à mon cluster. Donc là, il est disponible. Je vais me connecter dessus. Donc, je vais simplement récupérer ici. Comment vous vous connectez? C'est très simple. Hein. Vous faites connexion au nœud primaire. Donc, je copie. J'ai déjà téléchargé la paire de clés, tout ça, je l'ai. Donc, je copie ça, j'ouvre mon terminal. Attendez, ça, je peux le fermer. Je pense qu'on a un peu. Voilà, donc, j'ouvre mon terminal et je colle un peu. Voilà, donc là, je suis connecté. Des fois, il vous pose la question, il faut mettre yes hein, quand vous connectez la première fois, mais sinon, là, je suis sur mon cluster EML. Donc, j'ai déjà les fichiers qui sont disponibles. J'ai déjà le livre, etc. Je vais rendre les deux programmes exécutables.
le map et le Redux tout à l'heure. Et puis, donc, maintenant, je vais prendre la commande pour aller plus vite, hein. Donc, la commande que j'avais présentée tout à l'heure. Alors, évidemment, avant de faire ça, il faut que je mette mon livre dans le cluster. Donc, je fais hdfs dfs moins dire. Donc, je crée un répertoire que j'appelle my input. Donc, je crée un répertoire dans le cluster, dans HDFS. Ensuite, je mets mon fichier dans HDFS. Donc, je fais dans le cluster plutôt, donc HDFS. Mon livre. Et je le mets dans my input. Attendez, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, DFS, excusez-moi, j'ai oublié DFS. HDFS, DFS, HDFS, DFS, my input. Okay. Donc là, c'est bon, il a mis le livre. Hein. Donc, si vous faites HDFS, DFS, moins LS, my input, et vous dites HD, excusez-moi, donc HDFS, DFS, ok. Donc là, voilà, il vous dit effectivement, le livre a été mis dedans. Okay. Donc à partir de là, maintenant, je peux lancer ma commande. Donc je vais prendre celle-ci. Donc c'est ça, Adobe Streaming. Je donne les programmes. OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je lance la page. Donc là, il commence à faire le calcul. Bon, évidemment, ça prend du temps parce que c'est normal. C'est un petit fichier, alors c'est normal que ça prenne du temps. Mais c'est plutôt adapté à des fichiers de genre téraoctets ou pétaoctets. Hein. Donc là, vous allez voir effectivement qu'il va lancer les phases map, les phases reduce, etc. Alors, Jean-Marie, en attendant, il y avait une question. Je ne sais pas Oui. si tu as le temps de voir la question dans le chat. Alors, la question dans le chat. Ouais, sinon, je peux te la lire aussi. Hein. Si je... Ouais, Ok. c'est ça. Alors, quelle est la différence le job. entre ETL, orchestré par EMR, et des opérations qu'on peut effectuer avec des fonctions lambda? Quelle est la différence entre... Voilà, et des opérations qu'on peut effectuer avec des fonctions lambda. Bon, les fonctions... alors, avec les fonctions lambda, déjà, en fait, si vous faites des fonctions lambda comment dire, dans le contexte de big data, la fonction lambda, son temps d'exécution, généralement, ça ne dépasse pas 15 minutes. Vous ne pouvez pas faire plus de 15 minutes si vous lancez une fonction lambda. Alors, si vous faites un traitement qui prend 1 heure de temps, c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire que c'est EMR, c'est pour les traitements big data. Après, les fonctions lambda, c'est pour faire du traitement déclenché par des événements, en fait. C'est quand un événement se produit, la fonction lambda, elle intervient et elle fait le traitement, et après, voilà, on supprime l'environnement d'exécution. Mais voilà, c'est pas... Alors, est-ce qu'on peut... je sais pas trop, hein, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est... Peut-être, s'il peut me dire hein, si j'ai répondu ou pas. Oui, on va avancer. DevSecure Guinée. Ouais, N'hésitez
pas si jamais il y a besoin de préciser. OK, d'accord. Je pense. Voilà. Alors, je vais. Donc là, c'est bon, les travaux ont été effectués. On peut vérifier. Euh, on fait HDFS. Excusez-moi, c'est pas ici. Donc, je tape HDFS, DFS, moins LS, job, out, out. Et là, il va me dire ce qu'il a mis dans le répertoire. Voilà, il a mis il y a 4 fichiers, hein. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, généralement, ça veut dire que chacun a été créé par un réducteur. Donc, même si on remonte un peu plus haut, on verra qu'effectivement, il a lancé 5 tâches Redux. Il a lancé même 12 tâches map. Mais en fait, oui, c'est ça. Et il en a, ouais, il en a supprimé une. Donc, ça lui fait 11 tâches map. 11 tâches map, ouais. OK. Après, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Par exemple, je peux regarder dans le premier, qu'est-ce qu'il a mis dedans. Je fais donc HDFS. DFS, excusez-moi. Là, il y a 5 0. Voilà, donc voilà ce que le contenu, hein, de ce part 1. D'accord? Voilà. Maintenant, après, il faut, comment ça s'appelle? Il faut agréger tout ça, il faut fusionner, voilà. Donc, il faut les récupérer. Évidemment, quand vous avez fini, les données sont, si vous régulez votre cluster, vous allez perdre toutes vos données. Donc, il faut d'abord les récupérer et ensuite les rapatrier, voilà, au niveau de votre serveur local, hein. D'accord? Donc, il y a des commandes HDFS qui permettent de faire ça, comme la commande get, okay, qui permet de récupérer tout ça. Donc là, je vais arrêter là pour cette démonstration, parce qu'il faut que j'avance au niveau de Hive, hein, que vous puissiez voir l'exemple aussi avec Hive. Voilà. Excusez-moi. C'est bon, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Ok, très bien. Donc, je vais faire la démo. J'ai un peu, il me reste que 1 ou 2 minutes. Alors, Hive, c'est quoi? Donc, Hive, c'est juste, c'est un outil qui a été, une sorte de data warehouse qui a été développé par Facebook, pour les data analystes, en fait, qui sont pas forts en programmation Python ou programmation Java. Donc, ça a été développé par Facebook en 2008 et donc, ça permet, en fait, aux data analystes d'utiliser simplement des requêtes SQL pour faire des job MapReduce. Donc, ils écrivent une requête SQL et puis après, c'est converti en job MapReduce. OK? Donc, si c'est bon, je peux faire la démo. Amadou. J'ai dépassé le temps, hein. Non, On non, peut y aller. plaisir. On a hâte de voir ça. Donc, Bon, ok, j'y vais. Ça va pas prendre trop de temps. Alors, pour aller vite, je vais utiliser mes codes, hein, que j'avais déjà. D'abord, pour Hive, en fait, il me faut un terminal, il me faut un shell. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais récupérer des données de vol. D'accord? Des données de vol sur le site de Hardware, hein, Dataverse Hardware. Donc, souvent, je donne ça en TP avec mes étudiants. Alors, je vais d'abord récupérer le fichier avec cette commande-là. Voilà. Après, je vais dézipper.
Simplement, donc je dézip parce que le fichier que j'ai récupéré les données de vol de 2001. Donc je vais dézipper. Après, on va regarder rapidement les premières lignes de ce fichier-là. Ça prend du temps. C'est un fichier assez volumineux quand même. Parce que si je compte le nombre de lignes, par exemple, si je fais word count moins L, et je fais... On va voir le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier. Vous avez 5 millions de lignes. 5 967 781 lignes. Alors, je vais donc vous montrer ce qu'il contient, ce fichier-là. Voilà, donc c'est les données de vol. Hein. Là, il y a l'année, je crois qu'il y a le mois, etc. Voilà, le mois, le jour dans le mois, le jour dans la semaine, etc., date de départ, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de conserver simplement, par exemple, le mois, euh, le transporteur unique carrière, et puis, est-ce que le vol a été annulé ou pas, avec ici, cancel. D'accord. Donc, je vais juste, pour simplifier la démonstration. Donc, je vais couper mon fichier et ne conserver que les colonnes que j'ai citées, le mois, le transporteur et est-ce que le vol a été annulé ou pas. Et je vais mettre ça dans un autre fichier CSV qui s'appelle 2001 cut.csv. Donc voilà, donc là j'ai coupé. Et si maintenant j'affiche les premières lignes, voilà, il n'y a que ça, d'accord? Le mois, l'unique carrière et est-ce que ça a été annulé? Donc 0, ça n'a pas été annulé, 1, ça a été annulé. C'est ça que ça veut dire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais me connecter au shell de Hive, hein, c'est Beeline. Excusez-moi. Donc je lance le shell. Après avoir lancé le shell, je vais me connecter avec cette commande-là. Donc, connect jdbc 2.hive2 /localhost 2.10 000. Donc là, il me demande un nom d'utilisateur. Je vais prendre Hadoop. Voilà, c'est important par rapport au droit d'accès après. Hein. Donc là, comme je suis déjà connecté avec Hadoop au niveau de mon cluster, comme vous pouvez le voir ici. Ah, OK. Donc, je prends la même chose. Le mot de passe, vous prenez ce que vous voulez. Donc, je prends Hadoop encore. Voilà, donc là, je suis connecté. Alors, je vais pouvoir maintenant créer une base de données. Donc, j'appelle db-airline. Puisque là, on va faire du SQL. Donc, je crée la base de données db-airline. Ensuite, je la sélectionne avec use db-airline. Et puis, maintenant, je vais créer ma table. Je crée une table airline avec mount de type tinyInt, unique carrière de type string, cancel de type tinyInt. Après, je dois lui préciser le type de... En fait, c'est une table qui doit pointer vers un fichier. D'accord? Donc, ça va pointer vers un fichier. Donc là, je vais lui préciser que le fichier, la structure du fichier, je lui dis que c'est un fichier où le séparateur, les champs sont séparés par une virgule et le fichier est stocké au format texte. D'accord? Et je lui précise qu'il y a des entêtes. Voilà ce que j'ai fait ici. Donc là, je vais... OK. Donc là, c'est bon, il a créé la table. Hein. On peut mettre faire describe. Airline. Voilà. Donc là, vous voyez la table qui a été créée. Bon, évidemment, elle est vide. Hein, si je fais
parce qu'il n'y a pas encore les données. OK. Donc maintenant, je vais charger les données. Donc pour charger les données, j'ai oublié de mettre la commande. Alors pour charger les données, je vais aller chercher la commande parce que je l'avais déjà. Mais c'est pas grave, on va faire. Je vais l'écrire. Euh, euh, je pense que c'était une file, hein. J'ai oublié la commande. Je confonds avec l'autre commande. Alors, donnez-moi une minute, je vais chercher ma commande. Ce sera plus facile. Pour ne pas que je me trompe. J'ai oublié d'écrire, en fait. InPath, c'est bien ça. Donc, load data local InPath. Je lui donne le nom du fichier. Donc, c'est 2001 CSV. Ensuite, overwrite, bon, j'ai pas besoin, c'est pas obligatoire, into table. Overwrite, on n'est pas obligé de mettre, hein. C'est au cas pour qu'il écrase les données. Mais comme c'est une table que je viens de créer, voilà. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai écrit date, hein, date, hein, au lieu de date. Donc, load data local infile. Donc, c'est pour dire ça, local, c'est pour dire que le fichier dont je parle est sur le serveur primaire. OK? Et en fait, lui, il a besoin de prendre ce fichier-là, de le mettre dans HDFS. Alors, là, je crois que j'ai une erreur. Data local infile. Voilà, j'ai mis into table airline. C'est pas ça le nom du fichier? Oui, j'ai une erreur. Bon. Il faut que je récupère. Attendez, je vais chercher simplement le bon fichier. Euh, que j'avais conservé. En fait, j'ai oublié de mettre la commande ce matin. Je pense que je ne l'ai pas ici. Voilà. Attendez, je l'ai ici de toute façon. J'ai dû me tromper. Alors, j'ai la commande là, normalement. Où est-ce que j'ai mis cette commande? Bon, alors attendez, que je vois load data local in path. Slash home slash user. Voilà, il faut que je lui donne tout le chemin. Je vais lui donner le chemin absolu, hein. Ce sera plus simple. Peut-être que j'ai commis une erreur quelque part.
/home /Adobe /2001 Là, c'est bon. OK. Donc maintenant, je peux faire select. Je vais regarder le contenu. Select étoile. Excusez-moi. Select étoile from airline. Limite 10. Hein. Je vais juste afficher les 10 premières lignes. Parce que sinon, j'ai mal écrit. Excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai mis donc les données sont bien dans la table. OK. Et on peut faire la requête, pour terminer pour terminer la commande. Donc, je vais faire cette commande-là pour compter le nombre de vols annulés par mois. D'accord? Le nombre de vols annulés pour chaque mois. Donc, c'est cette commande. Bon, je vais mettre le point virgule ici, parce que je n'ai pas mis là-bas. Voilà, donc select mount, count, as counted flight, cancel flight, from airline, where cancel égale 1, group by month, order by month. Donc, vous lancez simplement. OK, et puis là, il va lancer les calculs. Des questions? C'est dépassé, hein, d'environ. Ouais. Ça va. Hein? Ça va, ça On ne va. s'ennuie pas? Bon, la dernière démo Alors, est plus il rapide. y avait des questions auxquelles on... Pardon? Pardon, j'ai pas entendu. Non, la dernière démonstration, c'est sur Spark, c'est un peu plus rapide. Mais ce que je vais faire, je vais simplement afficher les lignes de code et expliquer. En fait. OK. OK, Voilà, ça marche, on peut faire ça. Et puis, n'hésitez pas pour les questions dans le chat, comme ça, on va terminer tranquillement. Voilà, donc là, vous avez le résultat, le nombre de vols annulés par mois. Hein. Là, on voit bien j'ai pris 2011, hein, donc 2001 plutôt. Hein. Donc là, c'est septembre, il y a 99 324 vols annulés. OK. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un. Donc voilà, donc vous pouvez faire, mais derrière, il a fait du calcul MapReduce. Hein. Voilà, vous avez tapé du SQL, il a fait du MapReduce. OK, donc on va terminer avec la dernière démo maintenant. Mais là, je ne vais pas faire la démo, je vais simplement démo Spark. Hein. Donc c'est quoi en fait? Spark, ça va permettre d'accélérer les calculs parce que en fait, l'avantage de Spark, c'est qu'il fait les calculs en mémoire. Donc au lieu de tout le temps écrire dans le disque dur, eh bien, on va simplement faire tout dans la RAM et ça va être 10 fois, 100 fois plus rapide que Hadoop. D'accord? Donc voilà, donc c'est la démo. On va arrêter avec cette démonstration. Donc ce que je vais faire, je vais simplement, par exemple ici, je vais quitter. Évidemment, avec comment ça s'appelle, Hive, vous avez la possibilité aussi de rediriger les résultats vers un fichier. Hein. Parce que si vous avez besoin de récupérer ça, c'est pas comme ça, c'est pas en sélectionnant que vous allez récupérer. Donc, vous pouvez rediriger les résultats dans un fichier, d'accord, ou dans un bucket. Tout ça, c'est possible. Alors, je vais quitter. OK. Et en fait, je vais lancer un shell. Donc, avec Spark, en fait, Spark, c'est développé en Scala. Mais vous avez, soit vous tapez Spark Shell pour lancer le shell Scala, ou bien vous tapez PySpark pour lancer le shell Python. OK? Donc, quand vous lancez le shell Python, après, vous pouvez maintenant, on va reprendre encore les mêmes commandes pour pour créer un répertoire. Parce que, en fait, Hive, Spark n'a pas
On n'a pas d'espace de stockage. Hein. Donc, soit vous combinez Spark avec S3 ou bien Spark avec HDFS, avec Hadoop plutôt. Donc là, on va le faire avec Hadoop. Et donc, on va créer un répertoire dans HDFS. On va mettre notre fichier. Ensuite, on va créer un data frame, simplement, à partir du fichier. Donc, on va lire le fichier. Pour le type des colonnes, on va faire de l'inférence. On va mettre infer schema égale true. Comme ça, lui-même, il va essayer de deviner le type de données. OK. Donc, def airline.show, ça permet d'afficher le contenu des premières lignes. Ensuite, je vais créer une vue temporaire, ici, avec cette commande-là. Create or replace. Donc, sur le data frame df airline, je crée une vue temporaire que j'appelle airline. D'accord? Et après, maintenant, je peux définir ma requête de tout à l'heure pour compter le nombre de vols annulés par mois. OK? Donc, là, c'est la requête et je la passe à Spark. Je fais Spark.sql. Donc, Spark, c'est ce qu'on appelle le Spark Session. C'est le point d'entrée du programme. Il a une méthode SQL et en paramètre, on lui donne l'instruction SQL et il vous fait le travail. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini. J'ai dépassé, hein. Désolé. Voilà. Bravo, c'était très intéressant. Et il y a des claps dans l'audience d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu les vois. Il faudrait que j'arrête de partager. Oui, je les vois. Merci beaucoup. Oui. Ben, merci à toi pour ce partage de connaissances sur la data. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas meilleur endroit pour faire de la data que dans le cloud. Et quand on voit des services tels qu'Amazon Web qui permettent de créer des clusters en quelques minutes, moi, je trouve ça vachement extraordinaire. Oui. Ça libère beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que, peut-être une dernière chose que tu as envie de partager, Jean-Marie, peut-être un call to action ou une information? Une information? Ouais, si tu as envie de partager quelque chose. Non, je pas de. Non, je peux juste, s'il y a je ne sais pas s'il y a des enseignants qui sont connectés ou pas, peut-être les inviter à inscrire leur établissement au niveau de AWS Academy, parce qu'en fait, quand on fait du big data et que votre institution est membre de AWS Academy, c'est plus facile en fait. Quand je fais mes TP, par exemple, mes étudiants, ils peuvent lancer leur cluster. Et après, on fait les TP, et voilà, et puis AWS vous donne du crédit pour pouvoir faire ce type de travaux. Donc, j'encourage les enseignants à intégrer AWS Academy dans leur cours. Maintenant, en termes d'information, non, je n'ai pas d'informations particulières à donner, juste que je participe demain à Orange Business Day. Voilà. Excellent. Excellent. Bon, bah, on va s'y voir. Merci mon ancien étudiant de m'avoir envoyé une invitation. Bon, bah, voilà. Si jamais vous y êtes, il y aura Jean-Marie. Il sera là pour parler cloud, innovation et plein d'autres technologies. En tout cas, nous, on était absolument très ravis de t'avoir, Jean-Marie. On espère te revoir à bientôt. Merci, c'était un plaisir. Hein. Vraiment. Voilà. Un plaisir. Longtemps, je n'avais pas autant échangé, parce qu'avant, je le faisais avec Mobile Sénégal. Voilà, donc ça fait longtemps que je n'ai pas autant échangé. Participer à des conférences. Donc, je remercie le Cloud Facile. Je remercie également Amadou, vraiment de m'avoir donné cette opportunité de participer. Merci à toi, Jean-Marie. Merci à tout le monde d'être resté aussi tard et d'être présent. La session, elle est enregistrée. J'avais partagé les liens. Vous verrez que tous les liens sont dans le chat. Sinon, vous allez juste sur YouTube, chercher Cloud Facile et vous allez retrouver ce replay d'ici quelques jours. Et tous les replays des sessions précédentes des Dimanches du Cloud. Il y en a beaucoup. Ça parle de cloud, de DevOps, de data, de base de données. Donc, si vous voulez vous
former ou découvrir des super speakers comme Jean-Marie. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre la communauté WhatsApp aussi. J'ai partagé le lien. Il y a beaucoup de groupes, donc choisissez les groupes et surtout ajustez les notifications des messages. Mettez-les sur silencieux si jamais vous ne souhaitez pas être embêté. Et puis, c'était, je pense, la dernière session des Dimanches du Cloud cette année. On a terminé en beauté et puis on vous donne rendez-vous en beauté l'année prochaine avec de belles sessions à venir. Donc, merci Jean-Marie, merci à tout le monde, merci à toute la communauté. Et surtout, merci à tous mes anciens élèves, mes anciens étudiants, mes anciennes étudiantes. Voilà, ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux, oui. C'était là encore. Excellent. Merci Jean-Marie. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.